Boum. Et bonjour! Bonjour à tous. On est dans la clinique Neuroperformance en ce moment. On vient de quelques jours, en fait. Combien de jours? 3-4 jours d'internat? Ouais, je suis arrivé mardi soir. Donc, Voilà. là, on Mercredi, jeudi, vendredi et samedi. est samedi. Hein. Il reste demain matin. Voilà. Voilà. Et je repars lundi. Cool. On va parler de toi. Bon, les gens sur ma chaîne, ils me connaissent. Mais Hervé, toi, ils ne connaissent pas. Fait que j'ai eu la chance de t'avoir. Puis je l'ai en haute estime. Il n'est pas très volubile. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter de toi? Parce que je suis sûr que tu as un parcours super intéressant. Ouais, ben moi, donc Hervé, donc préparateur physique. Samedi soir. Hein? Allez, santé. C'est ça, français. Santé. Donc prépa physique dans le nord-est de la France. Donc je suis originaire de Sedan. Donc c'est à peu près une heure de Reims, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé en fac de sport, mais après j'ai commencé par un master en management du sport et communication. J'ai travaillé à peu près 1 an dans un club de football, dans la communication. Et ensuite j'ai arrêté et j'ai repris un autre master en prépa physique. Après voilà, j'ai suivi différentes formations privées dans la préparation physique. J'ai ensuite eu la chance d'intégrer des clubs pro pour mes stages durant mes formations. C'est ce qui a permis à ma carrière entre guillemets pro de décoller. Donc voilà, donc j'ai fait en France, donc bien sûr comme je suis originaire de Sedan, j'ai été aussi joueur à Sedan dans les centres de formation. En foot? En football, ouais, soccer pour les Québécois qui nous regardent. Donc voilà, j'avais déjà pas mal de gens que je connaissais là-bas, donc j'ai pu faire mes stages. Donc c'était à l'époque quand ils étaient en Ligue 2. Ensuite, grâce à une formation que j'ai suivie en France, j'ai pu suivre un célèbre préparateur physique, donc Antonio Pintus, pour ne pas le citer, qui était à Sunderland en Angleterre, Première Ligue. Donc il m'a donné la possibilité de le suivre pendant 6 mois en Angleterre pour l'équipe de Sunderland. Donc ça c'était vraiment comme mon plus beau stage, c'est où j'ai le plus appris. Donc c'était vraiment un mec super, vraiment humble, une grosse carrière. Aujourd'hui il était au Real de Madrid avec Zidane et là maintenant il est parti à l'Inter de Milan. Donc c'est vraiment quelqu'un de super, très, très ouvert. Donc après voilà, j'ai ensuite j'ai eu la chance de partir aussi à Chicago pour travailler pour les Chicago Fire, pour l'académie. Et voilà, j'ai travaillé quelques mois là-bas. Et pour des problèmes de visa, on va dire, j'ai dû rentrer en France. Donc là maintenant je suis prépa physique en freelance. Voilà, je travaille avec des kinés, ostéos et des nutritionnistes. Voilà. On suit des joueurs pro donc en Belgique, France, Allemagne, Angleterre. Voilà. Excellent. Je sais que tu travailles au Luxembourg aussi. Luxembourg, plus avec des particuliers, donc des chefs d'entreprise au Luxembourg, et quelques joueurs, mais moins à niveau semi-amateur. OK. Ouais. Là, tu as comme une carrière plus joueur pro en France, puis tu t'occupes de certaines clientèles plus ciblées en fait au Luxembourg. C'est ça, c'est on va dire une clientèle plus riche au Luxembourg. Voilà. Donc des chefs d'entreprise voilà, très aisés, on va dire. Voilà. Comme Yaya, avec des gens avec des contraintes de temps, j'imagine. Donc, tu dois être disponible quand eux ils veulent. Ben, c'est ça, c'est tôt le matin, tard le soir, vos horaires un peu décalés. C'est aussi une bonne expérience. Ouais, faut bosser dur quand on démarre une entreprise. C'est la même chose et c'est jamais facile nulle part en fait. Là. On a toujours. Moi, je dis que je fais la sale besogne que les autres personnes ne veulent pas faire. Hein. Même quand j'ai fait connaître ma clinique au début puis ma pratique, je voyageais dans le Québec, on allait voir des gens, on faisait 6 heures de route, 7 heures de route, on se baladait, on dormait à l'hôtel, je prenais 14 clients dans une journée, je faisais des clients mix. Fallait constamment, je faisais 30 minutes par personne, fallait que mon cerveau, chaque 30 minutes, il refresh, puis je jouais
plus optimal possible avec des gens nouveaux. C'est excessivement demandant. Ben, c'est un peu le même principe à enseigner pour moi maintenant aussi. C'est toujours, il faut que je vérifie, surtout avec le succès qu'on a en Europe, vérifier constamment comment on prononce, comment on parle. Chaque 2 secondes, on regarde le visage des gens, puis on se demande si les gens comprennent l'information, s'ils vont exécuter l'information, s'ils en ont pour leur argent, s'ils sont contents. Les pauses n'existent pas quand on est en séminaire. Là. Chaque 2 secondes, c'est question, Nicolas, question. C'est très demandant. J'imagine, même chose, ces gens-là, tu dois performer mentalement et répondre complètement à leurs besoins dans le présent pour ne pas les perdre aussi, parce qu'ils sont plus exigeants probablement que certaines autres clientèles. C'est ça. Ben, après, il y a les enjeux économiques dans le sport. Donc, forcément, ils attendent des résultats. Donc, à court, moyen terme, on va dire. Donc, il y a une certaine pression derrière tout ça. Donc, moi, quand je suis sous contrat avec un joueur, donc il y a les agents derrière, tout ça, qui sont là pour observer ce que tu fais. Donc, constamment, tu es jugé. Donc, après, il y a les facteurs sur le terrain aussi. Donc, une équipe peut avoir de mauvais résultats, ton joueur a de mauvais résultats, donc ça, voilà, le préparateur physique, est-ce qu'il est mauvais, est-ce qu'il est bon? Ouais, exactement. C'est multifactoriel, c'est pas évident de savoir à qui appartient la faute, entre guillemets. Ça peut très bien être le coach, le prépa physique du club, le prépa physique personnel. Donc voilà, après c'est pas évident. Ouais. Ça peut être assez ingrat comme métier quand ça se passe pas bien. Les blancs vont toujours sur la personne. C'est ça, souvent après dans le foot, c'est toujours les équipes sur l'entraîneur en premier. Mais après, si l'entraîneur qui va dire non, c'est mon prépa physique, c'est le staff médical. Donc c'est un monde à part. Ben, j'imagine qu'ils t'ont quand même choisi dans ces équipes-là, puis ces hommes d'affaires-là pour justement ton parcours pro puis tes aptitudes. Là. J'imagine que tu dois faire un bon travail. Certainement. Après, c'est devenu des amis. Avec qui je travaille actuellement, je l'ai rencontré il y a maintenant 10 ans. Il m'a connu en tant que joueur. Puis après, c'est une histoire aussi d'affinité. C'est important, quand on travaille avec des gens, d'avoir une communication, d'être sur la même longueur d'onde dans notre travail. Donc il y a un respect déjà à avoir. Et puis après, oui, forcément, il y a, on va dire, des compétences et connaissances qui font que on travaille bien. Dans le travail à clientèle, on peut dire, entre guillemets, faut être capable en tant qu'être humain d'offrir une relation de qualité aussi. Ça, c'est super important. On néglige souvent ça parce qu'on peut avoir tous les diplômes du monde, mais si en tant qu'être humain, on a de la difficulté à connecter avec les gens, puis c'est pas super. Surtout dans le contexte de performance, c'est tellement facile dans le sport, soit que les gens se découragent, ou soit, habituellement les pros, on n'a pas tout à fait le même mindset, mais les gens qui se payent nos services en tant que loisir, c'est pas des gens qui sont dans la performance, ils sont dans la performance au travail habituellement, mais c'est des gens qui peuvent se décourager plus facilement qu'un athlète pro qui a fait ça toute sa vie. C'est une approche différente dans la pédagogie, la psychologie. De parler à un chef d'entreprise et un sportif de haut niveau, ça n'a rien à voir. Même s'il y a un parallèle entre les deux, on peut dire. D'un point de vue rigueur. D'un point de vue mental, on dit souvent que les chefs d'entreprise sont des sportifs de haut niveau, parce qu'ils ont aussi une journée assez chargée physiquement et mentalement. Mais après, oui, effectivement, il y a une approche différente, beaucoup plus de dialogue. Dans le privé qu'avec des sportifs qui sont vraiment concentrés sur leur objectif. C'est là que ta qualité en tant qu'être humain devient utile, je pense. Là. Moi j'ai le plaisir de t'avoir comme étudiant. Ça fait quelques mois peut-être. J'ai perdu le compte. Là. Ouais, on s'est rencontrés en février, je pense, à Barcelone. C'est seulement en février, ça a passé vite. Ouais. C'est ça, puis toi, on se parlait déjà sur les réseaux un petit peu avant, mais on s'est vu physiquement, on s'est rencontrés à Barcelone lors de la formation d'une semaine sur
bionique et l'éducation sensorimotrice. Voilà. Deux petits cours phénoménaux pour ceux qui sont pas faits. Deux super cours que je conseille vivement. C'est ça. J'ai su apprécier, moi, de te compléter ton intelligence, ta capacité d'analyse aussi. Puis c'est ça qui est Hervé, bon, assez introverti dans sa personnalité. Mais c'est ça, dans la pièce, c'est lui qui parle pas beaucoup. Mais c'est lui qui, finalement, quand il t'écrit en privé, il va avoir beaucoup d'observations, une belle analyse, une belle vision. Je crois que là, je comprends un petit peu mieux si tu as fait un master aussi en affaires, puis autant dans le sport, je pense que ta force, c'est vraiment dans l'analyse. Fait que j'imagine que tu as la même capacité à observer les joueurs aussi. Exactement, c'est un peu, c'est une de mes qualités, entre guillemets. C'est ta forme d'intelligence. Même si j'aime pas me vanter, mais ouais, je suis très observateur, donc je suis pas un grand communicant, c'est clair. Je suis plus à l'aise en one-to-one avec mes sportifs ou mes chefs d'entreprise qu'avec un groupe de 20 personnes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, je préfère travailler clairement en privé. Voilà. Ça me correspond par rapport à mes traits de personnalité. Mais après, si un jour j'ai une autre opportunité de travailler dans un club, voilà, je réfléchirai 2 fois, mais là, actuellement, ça me plaît, quoi. Ben, même si c'est dans un club, tu as quand même du temps que tu vas passer avec les athlètes séparés. Tout à fait, ouais. Parce que moi, j'adore faire du client 1 à 1 parce que je peux avoir une profondeur au niveau de la thérapie puis de la confidence un peu avec la personne qu'on n'a pas dans un groupe devant une salle. Mais de l'autre côté, on a quand même fait des consultations devant des groupes. Puis l'espèce d'énergie de tout le monde ensemble, cette fébrilité-là, le moment de... C'est super intéressant aussi. Là. Il y a vraiment une autre dynamique que je peux lâcher mon fou puis déconner aussi. J'adore ça en passant. Les deux sont bien. Même en tant qu'enseignant, il faut continuer à faire de la pratique. Même chose. Puis toi, de toute façon, il faut varier. On apprend C'est un sport d'équipe à la base. Hein? Fait que t'as pas le choix de. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix de faire l'individuel et de l'équipe. Puis tu vois comment ton joueur il réagit aussi avec les autres. Il peut être excellent. Là. On le voit. Je me suis occupé de plusieurs athlètes de combat. Puis des fois, il y en a qui sont phénoménaux dans le gym pendant les pratiques. Puis finalement, quand il y a une situation de combat, c'est ça, exactement, de performance, c'est pour ça que je fais le parallèle, ils vont figer, il va se passer autre chose. La pression du match. La pression, les enjeux, la famille qui est là, la télé, puis finalement l'athlète casse, puis là c'est qu'on voit que, l'aspect mental. Ouais, exact. C'est très important, qu'on néglige beaucoup dans le sport. Ouais. J'imagine, on a quelques références sur Paris, là, des gens avec qui je fais affaire à All Dream. On a Guillaume Sibert, t'es excellent, préparation mentale pour ça. Si jamais vous connaissez personne dans le coin, super. Tu as peut-être d'autres personnes dans ton coin aussi. Là. J'en connais, pas mal, qui font de la PNL aussi, à côté du Luxembourg, même sur Reims également. Au Québec, on a Brigitte Corac, phénoménale, qu'on va probablement transformer les cours en ligne avec Brigitte. On a fait un cours qui s'appelle Les peurs et les résistances. C'est justement pour aider les gens à sortir un petit peu de cet engrenage-là, des fois de paralyse par l'analyse ou d'anxiété chronique, c'est-à-dire, on peut dire, une peur non rationalisée. Puis des fois, c'est juste comment que le cerveau gère les informations sensorielles, puis qu'à partir de là, il y a une espèce de mécanisme de peur qui va embarquer, de production de cortisol, puis la personne va figer, puis il sera pas capable d'avancer, prendre des décisions. Il y en a qui c'est la peur du jugement, la peur de plein de choses, mais c'est un peu le travail de la société, puis des parents de nous amener à avoir confiance, puis à essayer dans la vie, mais dans nos pays, c'est un petit peu moins comme ça. Les pays scandinaves, ils vont aimer faire ce genre d'exercice-là. Mais ici, un petit peu moins, puis je pense qu'en France aussi. Quoique je trouve que les gens en France ont plus confiance en eux de base. Là. Ouais, c'est ton avis, ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup d'échecs, je pense, dans le sport de haut niveau, à cause de l'aspect mental, justement. Oui, mais dans les sports, mais avant d'être un athlète, il faut être un être humain. Ouais. Puis, en tant qu'être humain, un être humain qui n'est pas... je trouve qu'ici, bon, mon humble avis, les gens, ils n'osent pas être qui ils sont. Ils n'osent pas... cette espèce d'aspect-là de participation, puis de développement, puis de se pousser à une limite,
dans certaines choses ou dans la vie, on dirait que la fondation est moins solide parce que les gens, à la base, ont un petit peu moins confiance en eux, ont un petit peu peur d'essayer, un petit peu plus dans le paraître que dans l'être. Ça, c'est ce que je constate. J'ai quand même fait 30 pays, puis j'ai observé un petit peu les gens, comment ils sont. Moi-même, je suis d'ici, puis ça m'a pris très longtemps avant de me dire que, je lâche les amarres, je m'épanouis en tant qu'être humain, puis c'est pas évident. Bon, je dis ça, peut-être que ça vous parle pas, mais moi, c'est une note personnelle, c'est pas dans le jugement, évidemment. Puis là, maintenant, toi, je sais que tu as travaillé aux États-Unis aussi, tu as travaillé un petit peu partout. Ton rêve en tant que prépa, ce serait quoi? Mon rêve en tant que prépa, ce serait de rester en freelance, tout simplement, je pense. Avoir mon gym à moi, voilà, recevoir mes athlètes, avoir un bon cadre de vie, c'est-à-dire déménager du Luxembourg, de Sedan à Reims et éventuellement partir dans le sud-ouest de la France, côté de Biarritz, ou alors carrément les retourner aux US. Voilà, ça serait plutôt mon rêve professionnel et à la fois de vie, quoi. Pour les US, c'est seulement pour... Non, ce serait aussi pour rejoindre éventuellement ma copine qui vit là-bas. Mais sinon, côté travail, tu avais aimé ça là-bas aux États-Unis? Ouais, c'est un autre monde. Notre approche les Américains, je pense qu'après c'est l'éducation qui est comme ça, hein. Même chez les jeunes, ils ont une confiance en eux, très à l'aise. Et même si ils font quelque chose de mal, on va dire, de pas bon sur le terrain, ils ont toujours cet esprit, ce mindset justement positif. Très team. Exactement. Hein, que voilà, on fera mieux demain, c'est pas grave. Alors qu'en France, plus en Europe, voilà, l'approche est différente au niveau des entraîneurs, notamment, on va être beaucoup plus dur. Alors qu'il y a peut-être plus de psychologie aux US, je pense. Par rapport à ça. Positive thinking, on dirait beaucoup. Puis le plaisir dans le jeu. Le plaisir, toujours, ouais. Et l'entraîneur ne cherchera pas à écraser son joueur, même s'il a fait vraiment un mauvais match, il aura toujours cette psychologie qui va faire que il va mettre en confiance son joueur. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur tous les terrains en France, où on peut être très dur envers son joueur, notamment chez les jeunes. Ce qui peut au final le détruire entre guillemets, hein, mentalement. Voilà. Beaucoup peuvent manquer quelque chose parce que un mauvais éducateur. C'est le côté positif des US, on va dire, là-dessus. On va dire le côté psychologie. Après, le niveau prépa physique dans le football, donc le soccer. Là, il y a pas mal de choses. C'est jeune un peu là-bas comme sport. C'est jeune, ouais. Même si dans le football féminin, c'est développé. Mais après, dans le coaching et puis la préparation physique, ils sont à des années-lumière de l'Europe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Européens qui travaillent en fait aux US dans le football. Mais ils sont en train de se développer et là, on se moque toujours un peu du championnat américain, mais... ils vont être solides. Faut jamais les sous-estimer. Non, les Américains, au niveau marketing, tout ça, ils sont là et dans 10 ans, il y aura vraiment un gros championnat. Il y a des bons athlètes, hein? Très bons athlètes. Hein? Une génétique très athlétique. Hein? À la base, on ne parle pas de maintenant, mais Canada, États-Unis, c'est des pays très durs. La génétique, c'est quand même des gens qui, soit qu'il y avait les déserts, ou soit que c'était les Indiens, ou soit que c'était le froid extrême. Il y avait toujours une condition qui faisait que il y a un survival of the fittest, on va dire. Les gens, il fallait toujours qu'ils combattent pour survivre parce qu'ils ne survivaient pas. Hein? Bon, les esclaves, les autres génétiques, les peuples plus forts physiquement, hein? Ceux qui étaient plus fragiles, ils ne survivaient pas. Fait que c'est quand même un tri intéressant qui s'est fait pour les natifs, là, qu'on peut dire. C'est quand même intéressant. En plus, si tu mixes génétique et plaisir, puis un petit dépassement de soi avec renfort psychologique, parce que c'est quand même, il ne faut pas jamais négliger ça, même si c'est moins culturel, mais ça reste que potentiel génétique, puis de l'athlétisme en soi, très prisé là-bas. Hein.
surtout chez les Afro-Américains, etc., qui ont beaucoup de valorisation par rapport à ça. C'est sûr. C'est ça. Très cool. Si on regarde, c'est ça. Canada, États-Unis, je pense qu'il y a un autre truc qui est intéressant, c'est qu'ils sont bons, ils sont au-dessus de 300 millions d'Américains, puis pratiquement ils peuvent faire les sports à l'intérieur du pays, entre eux, tout le long. Fait qu'il y a toujours l'aspect, je crois, on joue entre nous. Fait que le fait de ça, il n'y a pas de comme. Bon, oui, il peut y avoir une fierté entre villes, puis entre grandes villes, puis c'est ça, mais il n'y a pas cette espèce de peut-être racisme-là envers chaque pays, puis de mauvaise énergie. Ils peuvent rester, je pense, dans un côté plaisir, puis fierté entre eux, puis ça devient un sport, le sport, pour l'équipe. Quoique ça peut être aussi motivant, je pense, en Europe, France contre l'Italie, ou quand c'est ça, on l'a vu à Barcelone, c'était complètement hallucinant. Il y a une grosse rivalité, bien sûr, entre les pays. Les rivalités, ça peut être le meilleur des stimulants aussi. Bien sûr. Mais de l'autre côté, quand on parle d'énergie et de vibe positive dans le jeu, c'est un petit peu moins dur. Si on regarde l'influence, moi, ce que je ressens, toute l'influence des pays d'Europe de l'Est, etc., des gens avec des disciplines très, très dures, c'est des pays qui ont eu la guerre, des pays... Puis assez récemment, la guerre, on ne parle pas comme nous en 1600, en 1700. C'est des pays qui ont des grosses réalités avec des grosses vies dures. Puis le cadre de vie est très rigide. Les parents sont plus rigides aussi. C'est ce qui fait que les athlètes sont peut-être moins dans le plaisir aussi, sont peut-être plus dans une espèce de performance de OK, il faut que je le fasse, sinon c'est moins bien. Je sais pas, ça doit être différent en tant que prépa, je crois, avoir un petit peu. Tu as deux formes de pépites dans les mains, deux formes de diamants. Hein, c'est ça, mais le coaching va être différent, l'approche va être différente par rapport tout simplement à la culture du joueur. Même aux États-Unis, on voyait des Européens, beaucoup de Serbes, à Chicago, je travaillais, tout ça, Polonais, Ukrainiens, tout ça. Donc il y a une culture différente. Ici, il n'y en a pas. Et du coup, on sentait des gamins beaucoup plus travailleurs en fait que certains Américains plus dans la détente. Donc une autre culture qui clairement change l'approche. Ça peut être intéressant justement de ramener un peu ce renforcement-là que les autres peuples ils vont avoir, qui ont peut-être moins dans leur côté. Ça leur fait voir d'autres choses, mais d'un autre côté, ça montre aux Américains cette espèce de rigueur-là. Bien sûr. Ouais. C'est incroyable rigueur. Si on regarde en Chine, exemple, c'est incroyable. C'est des peuples extrêmement disciplinés. En Asie. C'est militaire. Oui, mais d'un autre côté, on voit que l'être humain est capable de s'adapter à beaucoup de choses. Là. On est capable. Moi, ce que j'aimais bien en coaching, c'est soit des fois je jouais à marteler un peu psychologiquement ma personne, mais il y a des gens qui pas du tout comme ça qui fonctionnent. Là. Il y a des gens qui ont besoin de se faire briser un peu, on dit se faire tabasser pour qu'ils ressurgissent ensuite puis qu'ils trouvent cette force-là en eux. Il y en a qui ont besoin de motivation, puis c'est l'inverse, il faut les flatter, leur dire qu'ils sont bons, qu'ils sont capables. Il y a d'autres personnes que tu dis rien, parce que si tu parles, tu te déconcentres. Puis ils sont capables de le faire par eux-mêmes, c'est un peu des automates, on va dire, des robots. Tu fais juste leur montrer voilà, puis il va, puis il n'y a rien de besoin d'autre. Puis ça, c'est les athlètes les plus faciles à travailler avec eux, là, en fait. Là. Ouais. Mais il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir passionnel des gens qui n'ont jamais réussi, puis là, finalement, on réussit à les faire émerger. Là. On appelle ça, on peut mettre l'énergie de l'éléphant. J'avais appris ça en sport, quelqu'un m'avait dit ça, c'était intéressant. Il dit, c'est comme le pilote et l'éléphant. T'sais, on ne veut pas mettre un éléphant sur un pilote. Hein, je sais pas ce qui s'est passé. Ce qu'on veut, c'est un peu un pilote sur l'éléphant pour le guider, puis guider cette espèce de force de la nature-là incroyable, mais qu'il y a des besoins purement émotionnels. C'est un peu comme on voit un peu le morphotype, le type, le psychotype, on peut dire. Tandis que si on met un éléphant sur un pilote, une personne complètement heureuse, ça ne donne rien. T'sais. Fait que si on laisse l'éléphant faire ce qu'il veut, des fois on peut faire « wow, c'est impressionnant ce qu'il est capable de faire », mais en réalité, il ne sera pas capable sur le long terme de réussir. Fait que c'est super cool. T'as pas goûté ton vin? Là, c'est drôle parce qu'on est allé acheter du vin. On a acheté un Bordeaux. On avait un 2016, puis on a acheté 2 vins français, en fait. Puis ce qu'il y avait à l'épicerie, parce que la SAC est fermée un samedi, il a dit « c'est 2 années de merde ». Je suis pas un spécialiste, c'est vrai, mais bon, je sais quand même que certaines années ont été très mauvaises en France. Ouais.
Et comme par hasard, ça se retrouve dans une petite épicerie au Canada à 15 $, donc à peu près 10 euros. Ouais, c'est ça. 10 euros, voilà. C'était pratiquement les plus chers de l'épicerie, mais finalement, si tu regardes les années 2014-2016, c'est deux très mauvaises années pour la France. Puis on hérite un peu de ces cochonneries-là. C'est sûr qu'à la SAC directement, ça serait mieux, mais c'est quand même drôle parce que je me disais. Ah là là. Mais il n'est pas si mauvais que ça, il est doux. Ouais, c'est ça. Bordeaux, c'est ça. Bon. C'était pas le pire, hein? On a pris le plus cher. Je voulais pas lui donner de la merde non plus, hein? Ça aurait pas été bien. Là, l'autre truc, petit. Là, je voulais que tu bois ton vin avant, ça va? Ouais. Là, je voulais que tu goûtes du sucre à la crème, ok? C'est pas celui fait de grand-mère, là, maison, mais il a jamais essayé ça. On a tout la première fois, ouais. Voilà. Ok, santé, cheese. Santé. Spécialité canadienne. Bon. Très sucré, mais. Ouais, c'est bon. Ouais. Oh, tu vois, il y a un deuxième petit goût en sucre qui vient. Là. Texture un peu comme les caramels, là, mais. Plus mou, là. Ouais, très sucré. C'est très sucré. Ouais. Faut faire goûter les goodies qu'on a nous aussi. À éviter pour le. En perte de gras, à éviter. C'est ça, ouais. Les résistants à l'insuline et diabétiques, on oublie. Bon, étape sucre à crème, c'est fait. Merci beaucoup. C'est bien, hein? Bon, on a parlé un petit peu de vision entraînement, on a parlé un petit peu de différents pays. Comment que ça se passe? Fait que tu as un beau parcours, tu as une belle vision aussi que souvent les gens, les Français connaissent pas vraiment les Américains. Hein? Souvent on a une vision un peu corrompue par les médias, par tout ça. Moi aussi, j'avais cette même vision-là. Des clichés un peu, ouais. Ouais. Des clichés, bon, forcément, c'est pas un tort, hein, mais c'est vrai qu'il faut voyager, je pense. Voyager, c'est une chance, je pense, dans une carrière, de faire différents pays, voir différentes cultures, puis culture en termes de professionnel dans le sport, voir les différentes approches, puis après aussi personnellement, voilà, faire des rencontres, non, ça nous rend plus riches, c'est sûr, en tant qu'humain et même d'un point de vue professionnel. Rencontrer des humains exceptionnels aux États-Unis, des gens très très gentils, très dans le. Ouais. Bon, pas beaucoup, hein. Mais... c'est ça. Il y en a quand même beaucoup. Ouais. Intéressant. Tu veux-tu parler un peu de ton internat avec moi? Est-ce que ça valait la peine, premièrement? Oui. Ouais, ok, c'est bon. Non, mais ouais, donc moi j'ai. Moi, je deviens meilleur à faire des alternats. Non, moi j'ai contacté Nico pour savoir si je pouvais faire un internat, tout simplement. Comme j'ai participé à 4 de ses cours, INP, donc j'ai fait sensorimotrice, myonique, INP 1 et 2. Bientôt en septembre, nutrition pour athlètes, entraînement fonctionnel. Je compte faire neurotraining à Perpignan en septembre. Prochainement, après en décembre, on fera à Barcelone aussi, on fera le neurotraining plus la respiration. Ouais, à terme. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, donc beaucoup de cours en vue, en perspective. Mais là, j'avais déjà fait donc 4 cours et je n'avais pas tout intégré non plus. C'est du lourd. Voilà, beaucoup de choses à intégrer. Donc j'ai été un mauvais élève. J'ai pas revu beaucoup mes cours après, on va dire. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de revoir Nico, puis qu'on fasse un petit récap de tout ce qu'on a vu, tout simplement, pour être opérationnel dès mardi avec ma copine à Chicago, pouvoir travailler avec elle déjà, puis aussi pour mes sportifs tout simplement. Voilà, pour être comme ça quand il va me revoir en septembre. Il a bien intégré par exemple, je suis assez fier. Il pourra me tester et je me démarrerai mieux. Même sur les fascias. Avec les émotions. J'ai un petit bug cet après-midi, c'est vrai, j'étais un peu fatigué. J'ai un petit problème de coordination avec mes mains et mon mental, on va dire. Mais ça va. Je vais vite intégrer tout ça. Puis le mot anxiété aussi. J'avais oublié. Ouais. J'avais oublié mon anxiété. Très bon élève, très surpris, vraiment très surpris, justement parce que tu es préparateur physique. Puis
on donne quand même beaucoup de thérapie manuelle dans nos formations parce Voilà. qu'on ne veut jamais négliger. Oui, on est spécialisé en neurologie, en médecine énergétique, bon, etc. Mais on a besoin du contact humain, on a besoin de toucher, on a besoin de valider et de faire valider à la personne qu'elle sente le changement dans son corps. Puis souvent, les prépas, on s'attend à ce qu'ils pratiquent un peu moins. Mais des fois, justement, vu qu'ils n'ont pas de routine thérapeutique manuelle, c'est eux qui intègrent le mieux, bien souvent. C'est quand même drôle. Les formations valent quand même la peine, j'imagine, les prépas. Bien sûr. Après, moi, j'ai eu des petites lacunes, c'est vrai, d'un point de vue. Oui, la thérapie manuelle, elle n'a pas l'habitude de manipuler, Palper, comparé à un kinésithérapeute, à un ostéo. Donc ça demande du temps, plus de pratique. Mais oui, à force justement de voir ces sportifs, mes clients, donc voilà, ça va aller de mieux en mieux. Bien connaître aussi son anatomie, important. Pour les prépas physiques, on apprend différemment l'anatomie, beaucoup moins poussée qu'un kiné ostéo, donc c'est pour ça. Là, vous apprenez la biomécanique, l'anatomie, on peut dire ça. C'est ça, voilà. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, je conseille aux prépas physiques et coachs sportifs de réviser un peu la natte pour venir au cours de Nico. Ça vient, quoique c'est pas extrêmement poussé non, c'est pas poussé, mais après, voilà. Mais ça l'aide. Ça permettra d'aller plus vite dans l'intégration déjà, de ne pas perdre de temps justement pour les testings musculaires, articulaires, le fait d'avoir quand même une bonne base, vous irez après 2 fois plus vite à intégrer le reste. Voilà. Au moins les actions des muscles. Aussi, voilà. Je pense pour les prépas, les actions des muscles. Origine, insertion, si vous en rappelez, action des muscles. Un coup, tu connais l'origine de l'insertion, mais tu peux facilement visualiser c'est quoi l'action du muscle. Parce que vous êtes quand même fort en biomécanique appliquée. Alors, ce qui va être intéressant après, c'est ça, c'est de palper, c'est de se rappeler il est où le muscle. Parce que voir un corps bouger avec de la peau par-dessus, on a un petit peu moins d'aspect. Puis si on est timide à palper, puis c'est un peu là où on a peur de faire mal, on n'a pas l'expérience encore en palpation. Ouais. C'est ça. Un petit test amusant. Hein? Prenez vos cheveux, mettez-les sur une feuille de papier, puis glissez vos doigts sur la feuille. Prenez, exemple, mettez un poil sur la feuille, puis là, vous allez glisser vos doigts, puis sentez le cheveu en dessous. Après ça, vous mettez sur une deuxième feuille. Vous rachetez des pages à chaque fois. D'accord, ouais. Vous voyez combien de feuilles vous êtes capable de faire par-dessus. Puis on peut se rendre assez loin. Mais ça, c'est juste pour développer un petit peu la connexion entre la peau de vos mains et votre cerveau. C'est ça, c'est comme ça qu'on devient sensible. Ensuite, on peut sentir les poux, on peut sentir des tensions, plein de sortes de choses là, dans les mouvements. Touchez-vous vous-même, sentez ce qui se passe. Puis ça valide un peu, ça nous permet d'apprécier encore plus loin cette machine-là, incroyable, là, en fait. Bon, cool. Fait que, internat, est-ce que tu conseilles les gens de les nous voir? Je conseille fortement de venir voir Nico au Québec ou ailleurs, ça dépend où il sera, mais si c'est comme moi, vous avez besoin tout simplement de peut-être plus d'intimité pour revoir certaines choses, foncez quoi, clairement. On intègre 10 fois plus vite en one-to-one avec Nico. Sans perturbation, voilà. C'est ça qui est bien. Ouais, exactement, on a nos propres interrogations, on demande sur nos faiblesses tout simplement. On n'ose peut-être pas demander justement quand on est en groupe, quand on a une question, parce que on peut être un peu timide, un peu comme moi par exemple. On a toujours un peu peur de poser la question, puis au final on repart de la formation sans réponse. Donc du coup ça permet de tout revoir, tout remettre à plat. Donc c'est indispensable si on va aller plus loin. Cool. Ouais. Je me demandais, excusez, parti dans ma tête, des fois les gens m'écrivent des messages puis mon attention déroge. Je me suis fait offert aujourd'hui de donner des masters en France pour nos étudiants, parce qu'on a beaucoup d'étudiants maintenant en France. On va vérifier des dates pour des masters, c'est-à-dire on va rassembler tous les gens qui veulent pratiquer ensemble, puis peut-être donner des petits trucs de plus, là. Sinon, on a sorti les dates pour des projets de retraite qu'on va faire. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Si vous voulez qu'on vous en parle, on vous en parlera. Posez des questions. Projet de retraite, peut-être pour les Français. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais aller au Maroc, puis en Thaïlande. On va essayer de faire 1 ou 2 projets de retraite par année. Jusqu'à présent, on a des dates, je peux vous les dire.
Ma chaise grince beaucoup, je suis désolé les amis. Ça l'instant. Septembre 2020, Maroc, 2 semaines. Je vous dis pas le concept tant qu'il n'est pas écrit, mais ça va être vraiment cool comme concept. Et ensuite, janvier à février 2020, on va faire 3 semaines en Thaïlande, 2021, excusez-moi, en Thaïlande. Pour ceux que ça intéresse, les nouveaux sont aussi les bienvenus. C'est pas seulement pour les anciens. Ça va être vraiment du nouveau matériel, des trucs super cool. Ça vaut la peine. Vous avez le droit de venir avec vos familles. Ils vont payer moins cher. Oui, ben non, il y en a qui veulent. Hein. Comme ça fait des vacances en famille. C'est top. Voilà. Cool. Merci. On a vraiment une belle communauté qui se bâtit en ce moment. N'oubliez pas d'aller sur la page INP espace ou trait d'union espace public sur Facebook PUBLIC. On est en train de rassembler la communauté de neuroperformance. Il y a une grosse partie qui est dessus. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est que les gens posent des questions concernant leur pathologie, puis on essaie d'être une espèce de grosse famille aidante. Là. On a mis un Google Maps aussi avec tous tous les thérapeutes qui ont participé, les préparateurs. Quand je dis thérapeute, pour moi, excusez, c'est les préparateurs. Ça ne devrait pas être séparé dans ma tête, mais on va avec les lois, les droits de pratique pour l'instant. Je suis curieux de voir c'est quoi tes meilleurs moments en tant que préparateur physique. Y a-tu des moments, tu as fait des moments magiques que tu as eu? Moi, j'en ai souvent en clinique, puis j'imagine que vous avez sûrement ça aussi en tant qu'entraîneur. Moment de ah wow, c'est incroyable que j'ai la chance d'être là en ce moment. Puis c'était, on va dire, mes premiers moments magiques, c'était quand mon premier stage à l'étranger en Angleterre. Donc là, quand tu touches le haut niveau, le premier championnat de football le plus connu, le plus réputé, quand tu commences à avoir des premiers matchs, quand tu assistes à l'entraînement avec des stars de foot, tu commences à donner tes premiers entraînements avec eux. Donc ça, c'est mes meilleurs moments. Après, bien sûr, en tant que prépa physique là actuel avec mes joueurs, c'est quand tu reçois un message pour te dire que qu'il se sent bien grâce à toi, quand il a fait certaines séances, qu'il a été bon pendant son match, qu'il se sent bon à l'entraînement. Donc ça, c'est toujours une fierté, quelque part. C'est valorisant. Oui, exactement. As-tu un joueur en particulier qui est assez connu, que tu as travaillé avec, puis que tu as trouvé un joueur qui t'a marqué, qui t'a touché en tant que personne? Il y a des gens qui sont, pas parce qu'ils sont célèbres, que c'est des gens qui nous touchent directement. Là, ils peuvent être très bons joueurs, mais en tant qu'être humain, des fois, ils ne sont pas tous merveilleux, mais des fois, il y a des joueurs qu'on rencontre qu'on réalise que waouh. Non, mais ouais, c'est vrai. Pour revenir en Angleterre, donc, à l'époque, il y avait Anthony Réveillère, il y avait Jermaine Defoe, Brown qui était à Manchester, Oshie aussi qui jouait à l'époque à Manchester United. Donc quand tu arrives, quand tu vois ces joueurs-là, on se sent un peu petit, puis en fait c'est des mecs hyper humbles, hyper ouverts. Donc ça c'était une agréable surprise, quoi. Ils m'ont mis à l'aise directement, alors que peut-être d'autres moins connus, qui n'ont encore rien prouvé et qui au final avaient la grosse tête. La grosse tête, ouais. Puis quand tu regardes après leur carrière, ils n'ont pas rien d'exceptionnel. Ils ont rien d'exceptionnel. Donc ça a été bon temps au bon moment, au bon endroit. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais puis quelque part, il n'y a pas de secret. Je pense que quand le joueur te respecte, toi, tu as envie de te donner encore, tu respectes encore plus, quoi. Tu te donnes à 200% pour lui. Lui, pareil, il se donne pour toi. Donc c'est très important, justement, d'avoir cette relation-là. Mais elle est rare dans un club de foot. Enfin, je pense d'avoir cette relation que j'ai actuellement en one-to-one, c'est différent. On est beaucoup plus proche, beaucoup plus d'échanges que lorsqu'on est en club. Donc, c'est beaucoup de dirigeants, tout ça. Donc les joueurs n'ont pas forcément le temps et l'envie aussi d'échanger beaucoup avec le staff. Alors que quand on est
prépa physique personnelle. Voilà, ils sortent du cadre de leur club. Voilà, on peut parler un peu de tout, la famille, forcément du sport et tout, mais voilà, on est beaucoup plus intime. Pour moi, c'était plus intéressant. Ouais. Tant que ça ne joue pas avec la rigueur ensuite de l'entraînement. Ouais. Qu'on ne s'adoucit pas ensuite dans la pratique. Il faut qu'on reste. Ouais. Hein? Faut rester brutal, même si dès que la minuteur est arrêtée, bon, on peut devenir un être humain. Moi, je vais être ton père ennemi pendant que je t'entraîne. Mais après, je vais être ton oreille. C'est ça. C'est un peu ça. Hein? Qu'est-ce que je veux dire? Je me suis occupé de plusieurs personnes dans le combat, puis ça, c'est un investissement qui est complètement hallucinant. C'est pas ça, c'est un des aspects que vous avez en coaching qu'on n'a pas en thérapie. En thérapie, c'est. Bon, j'ai vu des miracles, là, des gens qui. Je peux dire, je leur ai donné leur fierté, là, des gens qui se tenaient droit, qui sortaient de douleur, qui pleuraient parce qu'ils passaient du temps sans douleur. Ça n'a pas de prix. Mais il y a quelque chose que vous avez. C'est l'espèce de fusion. Des fois que je vois un athlète à un combat, puis là, je m'en vais assister à son combat, puis on s'est occupé de la préparation, on s'est occupé de sa santé, puis qu'on le voit exceller ou qu'on a peur qu'il se passe quelque chose, puis on est vraiment engagé. C'est nous qui. On est à ses côtés. Là, on donne le coup de pied sur le ballon aussi. Tu vis le match, tu vis le combat, exactement. Tu es à fond derrière. Ouais. Ça, c'est quelque chose de vraiment puissant que. Ça, c'est des beaux grands moments quand on va quitter la Terre, on va dire « Wow, hein, j'en ai vécu des choses. » Ça, c'est cool, ça. Fait que la suite pour toi, c'est quoi ta grande vision? Là, tu nous as parlé de Biarritz, mais as-tu des projets un petit peu à court terme? Tu aimerais avoir ton gym? As-tu des démarches en cours? As-tu des gens que tu aimerais travailler? On a une belle famille avec INP en ce moment. Il y a quelques personnes qui... Je connais déjà des gens. Je connais déjà des gens sur Biarritz, donc j'ai la famille là-bas. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de déménager là-bas. Aussi pour le cadre de vie. Tout le monde, pour les Français qui connaissent Biarritz, c'est une superbe ville. Voilà. Donc, j'ai déjà des contacts, bien sûr, pour travailler dans les gyms, pour pouvoir justement avoir à disposition le matériel, puis continuer mon coaching à domicile, chez les gens. Peut-être éventuellement toucher des nouveaux sportifs, des rugbyman éventuellement, parce que là-bas c'est dans le sud-ouest de la France, très fort, c'est plus rugby, donc peut-être essayer de me lancer là-dedans. Je connais les préparateurs physiques. On a Lou à Perpignan qui s'occupe beaucoup de ça. Lou Texan à Perpignan. Lui, ça fait l'équipe. Moi, je suis allé voir des matchs avec lui justement. Rugby à 13, à Perpignan, et Dragon, ça joue dur. Ouais. Ça jouait très dur. C'est cool ça. Donc, à voir. Ça, ce crayon-là, tu l'as vu, en clinique? Oui. Tu as vu, il fait de la magie. Il fait écrire des belles phrases aux gens sur des feuilles. Oui. Puis en même temps, il fait des travails au niveau des yeux. Exactement. Je te laisse ce crayon un instant. Oui. Là, tu vas écrire dans combien de temps tu vas te réaliser Biarritz sur la feuille. Dans combien de temps? Oui. Donc, moi, j'ai un chiffre en tête. Nous sommes en juin. Oui. Donc, fin juin. Donc, je vais dire... Oh oui! Voilà. Je me donne juillet, août, septembre, octobre. Je me donne 4 mois. Il faut que tu mettes le 2019 si tu veux que ça se réalise. Exactement, oui, c'est vrai. Wow! 2019. Moi, j'avais 3 ans en tête, tu vois. Toi, t'es plus dans 3 mois. Félicitations. Ah non. Tu es 2 fois plus rapide que moi. 12 fois plus rapide. Fait qu'on s'en rappelle, octobre, on a un témoignage vidéo aussi. Ouf. Octobre, T'es prêt? Ouais. T'es prêt? Moi, je pense que c'est un champion. Tu vas réussir. Excellent. Ta vision avec INP? Je sais que tu m'as conseillé beaucoup déjà. Dans la suite, pour toi, dans ton aventure pro avec INP, je t'ai donné pas mal de... je vais pas dire des conseils, d'avis, on va dire. J'ai mon opinion sur INP, l'aventure INP, ton entreprise. Après, je sais pas si c'est le bon moment c'est la pression. C'est peut-être trop... Il m'a donné des bons conseils. Moi, j'ai un peu le syndrome d'un excellent contenu dans un mauvais contenant.
Qu'est-ce qui se passe, c'est que mon branding n'a pas été fait, puis j'ai été un petit peu surpris par comment ça se passe en France. J'ai pas le temps de m'occuper d'une équipe vidéo puis de faire des beaux produits lichés. Moi, j'écris des excellents cours. Qu'est-ce qui se passe, c'est que Hervé m'aide un peu à me donner des conseils sur qu'est-ce qui aurait dû être fait, puis un petit peu qu'est-ce que je devrais faire. Puis c'est super apprécié, les conseils. Justement, je suis chanceux d'avoir pratiquement 6 mois par année en Europe en ce moment. En tout cas, dans l'agenda qui s'en vient, c'est ça. On est vraiment en demande. Puis on n'a même pas de branding, on n'a absolument rien. C'est juste du bouche-à-oreille. Alors, c'est vraiment cool. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas. De nos jours, malheureusement, la communication est hyper importante sur Internet, tout ça. Donc, c'est vrai que ça a été un peu ton tendon d'Achille. Mais bon, tu vas vite rebondir. De toute façon, il n'y a pas de souci à se faire pour toi. Ton contenu INP, il est formidable. De toute façon, il y a que toi qui fais ça dans le monde actuellement, dans ce que tu proposes. Donc voilà, c'est sûr que les gens peut-être n'ont pas la première accroche en te voyant à l'époque sur les réseaux. Mais là, maintenant, je pense que tu vas faire ton... Ouais, tu t'améliores, tu vas faire ton... Voilà. Ça va venir. Puis, on était à contre-courant un peu. Mais au final, le bouche à oreille, quelque part, c'est le mieux. Moi, d'ailleurs, je t'ai connu grâce au bouche à oreille, grâce à Xavier. Donc, voilà, ça marche aussi au final. Ouais, voilà. Old school. Mais, finalement, on a bâti toute une famille à Barcelone. Regarde, c'est vraiment intéressant. On a un bon groupe qui s'agrandit d'ailleurs au fur et à mesure. Ouais, c'est vraiment intéressant. Il va falloir louer le Camp Nou la prochaine fois pour remplir tes formations. Mais moi, je trouve ça hallucinant en tant qu'être humain, ce qui s'est passé à Barcelone avec cette bande de joyeux lurons-là qui ont décidé que ça devenait leur moment dans cette nouvelle famille à eux, puis qui venaient de passer une semaine, 2 fois par année pour des... Je comprends pas, mais on l'a, fait qu'on en profite, puis on chérit ces petits moments-là. Hey, un gros merci, mon cher, d'avoir fait cette petite vidéo avec moi. Merci puis, pour on va te souhaiter... ton accueil, déjà. Ouais. Je te remercie pour l'internat. Voilà. Puis, on se voit bientôt en septembre. Big love. Big love. On se voit bientôt en septembre. Ciao tout le monde, partagez. N'oubliez pas, médias sociaux, s'il vous plaît, inscrivez-vous sur YouTube, Instagram, toute la gang LinkedIn, on est là. C'est comme ça qu'on vous êtes toujours au courant de tout ce qui s'en vient, de toutes nos beaux vidéos. On ne veut pas vous faire perdre du temps, on veut vraiment vous éduquer. On a nos podcasts maintenant, c'est super cool. Es-tu rejoignable sur les médias sociaux? Ou t'es le genre de prépa libéral qui se cache? Malheureusement, non. J'ai créé une page qui est sur Facebook, que je ne communique pas encore, parce que je vais changer de nom d'entreprise. Donc du coup, mais elle sera prochainement. Ok, ton nom de page, ça va être quoi ton nom de page? Ben, ça va être le nom de mon entreprise, donc je ne l'ai pas encore déterminé. Mais là actuellement, oui, j'en ai une, mais que voilà. Ce mec a une maîtrise en marketing. Exactement. Elle sera prête. D'ailleurs, j'ai monté mon site internet bientôt sous le conseil de Yaya. Ouais, Yaya. Qu'on embrasse, voilà. Donc, ouais. De toute façon, d'ici septembre-octobre, tout sera en place aussi pour moi. Ouais. Excellent. Voilà. Tout doit arriver en même temps. Voilà. Excellent. Ben, bonne chance. Puis sinon, suivez les vidéos. Je pense que Hervé va être capable de répliquer puis il va pouvoir vous guider sous peu suite à la réponse de cette vidéo-là sur sa future page et dans sa nouvelle carrière à Biarritz. À suivre. Bye.